Voilà, c'est parti. Donc le biomimétisme, comme je disais, c'est pas une idée récente, hein. On a tous en mémoire, par exemple, Léonard de Vinci, qui s'est beaucoup inspiré des oiseaux, des chauves-souris pour faire un objet, enfin, pour essayer de faire un homme volant. Donc voilà, ça date d'il y a plusieurs centaines d'années. Mais c'est quand même aussi de voir ce que la nature a pu trouver, mettre au point depuis bien d'années, et de voir comment les hommes peuvent s'en inspirer. Donc là, c'est une petite citation que j'ai tirée de Cibios, qui est quand même un centre spécialisé sur le biomimétisme, et qui ont pas mal de compétences aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, ils ont pas mal d'infos sur leur site internet également par rapport à tout ce qui est biomimétisme. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait cet atelier ce matin? En fait, nous, au Crésit, on a... alors non, on va mettre les choses dans l'ordre. La Technopole d'Orléans, depuis plusieurs années, est en train de mettre en place une filière qui s'appelle Insectes et Innovation. Donc, c'est une filière qui concerne la métropole d'Orléans et aussi toute la région Centre-Val de Loire, puisqu'on verra, il y a plusieurs compétences présentes dans la région. Nous, au Crésit, l'année dernière, on a décidé de faire un sujet de veille technologique sur tout ce qui est électronique inspiré par les êtres vivants. Donc, il est téléchargeable avec ce petit QR code ou sinon sur notre site internet Crésit Veille Technologique. Et en fin d'année dernière, la Maïf, qui est notre assureur, proposait de mettre à disposition une exposition sur le biomimétisme, justement. Alors, pas uniquement, évidemment, consacrée à l'électronique, mais voilà, de façon plus générique. Donc, vous la verrez, cette exposition, elle est juste à côté. Il y a une douzaine de panneaux qui parlent de diverses sources d'inspiration, à la fois sur le bâtiment, sur le médical, sur vraiment plein de choses très diverses et variées. Du coup, au programme de cet atelier ce matin, l'idée c'est d'avoir déjà un point sur tout ce qui est insectes et biomimétisme. Donc c'est Thomas qui est ingénieur de recherche à Guerby, qui est le laboratoire de recherche spécialisé sur les insectes basé à Tours. Donc, il en parlera mieux que moi. Ensuite, je ferai un petit point sur ce que j'ai découvert sur le biomimétisme et l'électronique. Donc, enfin, ce que l'équipe Crésit a fait l'année dernière. Et puis, Natacha présentera justement la filière qui est en train de se monter sur Orléans par rapport euh, aux insectes, dont une partie sur le biomimétisme. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir des échanges autour de cette filière, de qu'est-ce qu'on peut faire ensuite, après cet atelier. Et puis, il y aura une visite à la fois de l'exposition et des centres de ressources Crésit et Industrilab pour ceux que ça intéresse également, sachant que voilà, le déplacement n'est pas conséquent. On est à 20 mètres de cette salle de réunion. Donc, je vais laisser la parole à Thomas. Du coup, je vais enlever le partage d'écran et puis voilà, on va essayer de faire que ça marche puisqu'il y avait des animations qui ne marchent pas en PDF forcément. Peut-être que je libère la présentation. Je partage mon écran. Oui, il faut partager l'écran par contre. Très bien. Je libère. Et je vais mettre en fait la présentation en ligne comme ça. C'est ça. Là, je partage mon écran sur la session. Voilà, je partage sur la C'est pas grave. Il y a pas de problème. Donc, Alors, je vais partager l'écran et puis je vais faire ça comme ça. Comme ça, on aura les... Voilà. Là, du coup, ouais, ça partage bien ma présentation. ouais. Enfin, comme vous voulez, soit vous prenez le PC, soit...
Désolée, c'était pas prévu, mais voilà. Vous allez aller direct, on va dire. Bon, merci pour la présentation. Je suis Thomas Stedman. Je suis ingénieur de recherche à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à Tours. Donc, quelques mots sur... ça, c'est- Tu peux le poser là? Même là. Ou là, là, ici. Voilà. L'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, c'était une UMR, donc une unité mixte de recherche entre l'Université de Tours et le CNRS, composée de trois équipes qui va s'intéresser aux insectes d'un point de vue assez généraliste. Il y a déjà une équipe qui travaille sur les micro-organismes, enfin, la relation entre les micro-organismes et les insectes et les plantes, ça s'intéresse aux réseaux multitrophiques. Une autre équipe qui va s'intéresser aux insectes sociaux. Et moi, je travaille dans l'équipe Interaction Organisme-Environnement, qui s'intéresse aux mécanismes et aux réponses des insectes aux changements globaux. Au sein de cette équipe, on a une sous-équipe qui s'appelle Mécanique de la vie des insectes, dans laquelle on fait toute la biomimétique. Elle est composée, elle est dirigée par Jérôme Casas, donc qui est professeur de l'Université de Tours. Dedans, on est trois permanents, avec pas mal aussi de CDD autour. Dont Miguel Pinégois, qui est maître de conf universitaire, Vinod, qui est présent ici, qui vient de nous rejoindre, qui a la chaire professeur junior CNRS sur le biomimétisme et la biophotonique. Je vais en parler un petit peu. Et moi, je suis CNRS. Je travaille plus sur la locomotion et l'olfaction. Alors, quand on parle de biomimétisme, on parle beaucoup d'animaux, mais les insectes sont assez prépondérants dans les solutions biomimétiques. Et ça, c'est sûrement parce que ils sont très nombreux. On compte aujourd'hui, c'est des chiffres controversés peut-être, mais il y a plus d'1 million d'espèces décrites, hein, qui présentent à peu près 2 tiers des organismes vivants. Simplement, si on prend un ordre, les coléoptères, il y a 400 000 coléoptères décrits. C'est pratiquement 1 tiers du vivant qui est juste décrit, qui sont des coléoptères. Euh, les ingénieurs biomiméticiens, un peu le Saint Graal, c'est de faire un micro-robot autonome. Et l'insecte, en fait, c'est un bon modèle pour faire ça, parce qu'il possède un outillage locomoteur et sensoriel, miniature incroyable et ultra résistant. Là, c'est quelque chose que j'ai repris de visuel d'un laboratoire de l'Imperial College de Londres, euh, où des gens ont fabriqué un robot phasme, donc qui met un peu tout le système du phasme. Et les ingénieurs et quelques biologistes, physiologistes décrivent les insectes souvent comme des systèmes micromécaniques autonomes et résistants. C'est sur cette base qu'on peut diviser notre travail sur le biomimétisme au sein de l'IRBI en trois parties. Déjà, s'inspirer des insectes et s'inspirer de leur locomotion. Alors, les insectes sont capables de voler, de faire du vol stationnaire, de faire de la locomotion dans des milieux très complexes, gravulaires, là, marcher au mur. Ils sont aussi capables de marcher sur l'eau, de nager, ils nagent aussi. Enfin, il y a des insectes qui sont aquatiques aussi. Une autre prouesse des insectes, c'est leur capacité à ressentir leur environnement d'une façon phénoménale. C'est-à-dire qu'ils utilisent donc leurs différents organes sensoriels, que ce soit leurs yeux, leurs antennes, qui permettent de sentir, ou d'autres organes, de parler, pour rechercher la nourriture, se reproduire, ou encore anticiper la prédation et résister à la prédation. Et enfin, les insectes sont des arthropodes et surtout, ils ont une cuticule, donc un exosquelette. Et cet exosquelette a une surface dite fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle est composée de micropoils, de micropatternes, ou encore de nanostructures qui leur permet de résister à l'eau, être hydrophobe par exemple, résister à la chaleur, au froid, éviter la noyade, pouvoir se cacher, être cryptique, avoir des couleurs et pouvoir se reproduire, avoir de belles couleurs pour saisir, par exemple. Voilà. Donc tout ce qu'on fait sur la locomotion, ça, attends,
Je suis désolé, mais des vidéos, parce que, voilà, je pense que le flux est un peu, voilà, donc, ce que je vous disais, normalement, c'est, Ouais, c'est bon, pas mal. ouais, non, mais c'est pas du tout. Ça avance un peu plus lentement que d'habitude. Ouais. C'est bon, on voit bien. Ah, voilà, donc, voilà. Là, c'est moi. Ah, c'est ma Partage connexion. d'écran. Ah, c'est ma connexion. Non, ça s'est arrêté là-bas. C'est partage d'écran. Là, ça, bon, ça galère un peu, mais voilà. Mais ces insectes-là qui marchent sur le bord de l'eau, ça s'appelle des araignées d'eau. Ils s'appellent souvent, mais en fait, c'est pas des araignées, mais c'est des insectes. C'est des hémiptères, donc des punaises semi-aquatiques qui se déplacent à la surface de l'eau. Alors, nous, notre travail, c'est d'aller les chercher sur le terrain, réussir à les attraper, de les ramener en laboratoire et de filmer avec des caméras rapides leur déplacement. Donc, vous allez voir là, ils se déplacent sur l'eau. Alors, c'est quelque chose qu'on filmait à 2000 images par seconde. Et on peut voir que cet insecte, il a des pattes et un corps super hydrophobe, donc des longues pattes qui poussent l'eau et qui sont munis de micro-poils qui rendent la pâte hyper hydrophobe. C'est-à-dire que l'eau ne peut pas l'entourer, l'eau va perler dessus. Et on développe des techniques qui permettent de déterminer le mouvement de ces pattes, leur interaction précise avec la surface de l'eau et la déformation de la surface de l'eau, c'est-à-dire la quantité de force transmise. Pour comprendre, à l'aide de nos modèles, la façon dont l'animal va transférer de la force au milieu sur lequel il est. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de travailler sur les animaux, on va faire des animaux un peu biomimétiques, on va fabriquer des pattes artificielles pour faire des expériences et des simulations numériques qui nous permettent de mieux contrôler les différents paramètres. Parce que l'insecte, on ne peut pas lui dire de faire, il ne veut pas faire. Hein. Là, ici, du coup, on utilise une patte artificielle où on peut changer la profondeur d'appui sur l'eau et aussi la vitesse de mouvement. À l'échelle de l'insecte, comme il est très léger, l'eau se comporte en fait comme un trampoline. L'insecte ne perce pas la surface, il tire parti de la tension de surface pour se déplacer. Alors, on fait des expériences. Vous voyez ici, c'est toujours cette patte d'insecte, cette patte biomimétique, qui est posée à la surface de l'eau. La patte, elle est super hydrophobe. Quand on la pose, ça va percer l'eau, mais on ne met pas trop de force pour. Ça ne va pas percer l'eau, justement, ça va faire un ménisque dans l'eau, et on va pousser. Un peu comme si on se poussait sur un trampoline. On est capable de faire des mesures, on met des petites particules pour avoir des coulements, pour revenir à la pression, à la déformation de la surface, et on fait des simulations, et on essaie de fitter tout ça pour déterminer un modèle de transmission de force et déterminer, en fonction de divers paramètres, on ne voit pas trop, mais on va changer les paramètres comme la vitesse ou la profondeur de mouvement de la patte, et essayer de savoir à quel moment on est capable de faire une vraie propulsion sans percer la surface et quand est-ce que la surface va casser. Et surtout, on explique un mécanisme assez complexe de transfert de force entre une patte toute fine qui va récupérer une force via un enroulement en fait, de la surface et utiliser la surface comme un élastique. Hein. Ça veut dire qu'elle se comporte comme un élastique, la surface, elle va être détendue à un endroit, étendue de l'autre, et l'insecte va pouvoir se pousser dessus. Ça donne des clés aux ingénieurs et aux biomiméticiens qui font des robots semi-aquatiques. Donc, ces insectes semi-aquatiques qu'on a vus là, ils sont souvent, vous les voyez sur des mares assez calmes, où il n'y a pas trop de mouvement. Mais il existe un milieu qui est les torrents ou les eaux vives, qu'on appelle, qui est un milieu, une niche écologique assez spéciale dans laquelle il y a plein de choses à manger, mais qui est assez, qui est un peu, il y a du challenge pour l'occuper. Et donc, il y a des insectes qui sont capables de vivre dans cette niche-là, en ayant ce qu'on appelle une innovation morphologique. On peut le voir ici. Vous voyez ce qui se passe là? L'insecte va pousser et il a une espèce de rame qui va se déplier, qu'on peut voir ici. C'est un éventail, on appelle ça une rame repliante. Et c'est pareil, on va mimer
la façon dont marchent ces rames-là, faire des mesures et des simulations du mouvement de cette rame qui permet à un insecte de se déplacer. Et donc, on va déterminer, on va faire des mesures à peu près toujours ce même genre de mesures pour caractériser et optimiser la porosité de cet éventail. Donc, l'insecte, il a cette espèce d'éventail qui est poreux et il arrive à se pousser avec. Et on se pose la question de comment est-ce qu'on peut se pousser dans l'eau avec quelque chose qui n'est pas plat, comme quelque chose qui est poreux. Donc, on est capable de faire des mesures de cette propulsion. Et ici, des mesures expérimentale, hein, toujours en mesurant à l'aide de particules d'un laser dans une section faite de l'écoulement, on est capable de mesurer la vitesse. Et ici, en fait, on voit que la vitesse diminue derrière, ce qui traduit en fait un échange de force entre l'organe de l'insecte et le fluide. Et on fait des simulations numériques tridimensionnelles de l'écoulement pour revenir et expliquer la nature des forces qui poussent dans là, donc, on peut voir ici, c'est des essais qu'on a fait, des impressions 3D de lames qu'on aimerait bien rendre pliables, ce qu'ont déjà réussi à faire des ingénieurs américains en faisant des petits robots avec exactement ce même genre de rame que vous pouvez voir ici, donc qui se replie quand le robot sort la tête de l'eau et qui se déplie dans l'eau. Voilà. Au-delà de la locomotion, on s'intéresse nous aussi à la sensorialité des insectes. Donc les insectes ont beaucoup de sens, ont pratiquement le même sens que nous, et encore d'autres qu'on n'imagine pas. Et les insectes ressentent leur environnement, sentent l'olfaction chez les insectes, c'est fait avec les antennes. Et un des exemples les plus impressionnants de capacité olfactive est celui des papillons Lassamia cynthiane, en fait, des papillons qu'on appelle saturnidés, qui ont des antennes pectinées, les mâles de ces espèces sont capables de retrouver une femelle à plus de 5 km avec, on l'a dit, quelques molécules seulement. Donc, de base, une antenne d'insecte, c'est un flagelle sur lequel il y a des sensibles, hein, avec des pores qui permettent de capter. Ici, ces insectes, l'évolution fait en sorte qu'il y ait une surramification de l'antenne pour avoir des dizaines de ramifications sur lesquelles on poussait des poils. Ici, on peut voir, ici, ces petits poils-là, qui sont en fait des sensuelles actives avec des petits trous. Et, donc, un phéromone porté par un aérosol ou n'importe quoi va arriver jusque-là, puis va rentrer en contact avec un récepteur olfactif pour faire un potentiel d'action signal. Nous, on s'intéresse à quelle est la potentialité d'une molécule dans l'air à arriver jusqu'à cette antenne. Donc, pour ce faire, encore une fois, on va mimer la forme de l'antenne à différents niveaux. On peut voir que c'est des objets en fait, qui sont multi-échelles, avec une première échelle, et si on zoome à l'intérieur, c'est un peu comme un objet fractal. On est obligé d'étudier cet organe-là à ces différentes échelles. Donc on va faire des mesures autour de modèles imprimés hein, qui miment exactement les différentes échelles, faire des mesures, faire des simulations numériques de l'écoulement autour de ces différentes échelles pour essayer d'évaluer la capacité de capture euh, de ces enfants. Donc, un insecte peut sentir très très bien en augmentant la taille de son antenne. Il peut aussi optimiser sa capture. S'il y a une antenne qui n'est pas forcément qui est de taille, qui est juste un flagelle, en bougeant son antenne, en augmentant euh, la, la zone, en tout cas le volume d'échantillonnage par son antenne. Ici, c'est une vidéo prise en caméra rapide d'un soumis à un écoulement d'air avec des odeurs, des fleurs, des phéromones. Et donc, quand il est soumis à ces odeurs-là, il a tendance à augmenter la fréquence de battement de ses antennes. Et on a reproduit un espèce de petit robot dans un système de mesure. C'est un espèce de gros bac d'huile dans lequel on fait avancer une antenne, une fausse antenne de bourdon qui est là aussi. On filme l'interaction entre l'oscillation de cette antenne et l'écoulement. Ici, on peut voir, on peut imaginer des particules odorantes. Et ici, on va essayer de simuler, déjà de mesurer l'écoulement, et surtout de simuler après l'adéquation du transfert de masse, sur le même que le transfert de chaleur, si vous connaissez un peu, et hop, simuler euh, ici un environnement rempli d'odeurs,
et avec une antenne d'insecte et simuler la façon dont cette antenne va, ce qu'on appelle capturer des molécules ou dépléter les molécules, pour essayer de voir si on fabriquait euh, un petit robot avec ce même genre d'antenne, à quel moment il faut augmenter la fréquence ou non en fonction de la vitesse de l'écoulement. À un moment donné, là, si on bouge trop vite dans un écoulement trop lent, on va suréchantillonner. Si on ne bouge pas assez vite dans un écoulement bien trop rapide, on va sous-échantillonner. Donc, on était capable de déterminer euh, les différentes fréquences qu'il faudrait avoir pour capturer le milieu en fonction des vitesses d'aspiration. Donc ça, c'est un peu les prémices d'un projet que le professeur Jérôme Casas, je suis issu, vient d'avoir, donc un projet à risque RIDO, qui s'appelle FerroInnov, qui est un projet sur la détection de vie inspirée des odeurs infinitésimales. Et là, les perspectives, c'est vraiment des applications dans l'agroécologie, pour utiliser les phéromones pour attirer les insectes, et aussi dans la lutte antiterroriste. Voilà, pour finir sur un dernier sens qui nous a intéressés pendant des années, qui a donné lieu à beaucoup de travail en biomimétique. C'est ce que possède le grillon à l'arrière de son abdomen ici. Vous pouvez voir là le grillon, il n'utilise pas ses yeux ni ses antennes pour sentir cette espèce de faux prédateur artificiel qu'on a créé. Quand on essaie de l'attraper avec la main, c'est un peu comme les mouches, où on n'arrive pas à les avoir, les grillons. Mais c'est parce qu'ils ont à l'arrière de leur abdomen euh, 12 indices, ici qu'on appelle des cercles, sur lesquels il y a des centaines de poils qu'on appelle des soies sensorielles, qui sont hypersensibles. Elles sont basées dans une espèce de chaussette. Là, si on zoome autour de ça, on peut voir que c'est un poil qui est dans une chaussette, c'est hyper flexible, ça bouge au moindre courant d'air, et a priori, ça permet d'envoyer un potentiel d'action, donc qui est vraiment une information qui va arriver jusqu'au ganglion ou interneurone du grillon, avec l'énergie d'un dixième de photon. Donc, c'est un des senseurs les plus sensibles du monde animal. Nous, on s'est attelé pendant des années à caractériser les performances de ces senseurs, les faire bouger, à utiliser des lasers, et tout ça, regarder comment un poil tout seul bouge, comment un seul commence à influencer les autres, déterminer comment dire, la sensibilité de ces poils, enfin, en tout cas beaucoup de choses. Et surtout, on a travaillé avec des ingénieurs hollandais qui, eux, ont fabriqué des réseaux de poils biomimétiques qui sont certes performants, mais dont on a essayé, ils ont essayé pendant des années d'augmenter la performance. Donc ces poils sont basés un peu sur ce que fait le poil de grillon. Donc c'est un système un wafer de silicium, comme utilisé dans la microélectronique, sur lequel on peut faire pousser des poils qui sont des tubes en polymère sur une base qui va bouger. Et en mesurant la déformation de cette base, quand il y a de l'air qui pousse sur le poil, il va y avoir une traînée qui va déformer la base et entraîner, si on mesure une conductance, par exemple, un changement de conductance qui va permettre de revenir à la vitesse du poil. Donc ce genre de choses peut être utilisé pour faire des capteurs auditifs miniatures dans la miniaturisation et aussi pour faire ce qu'on appelle des caméras de flux, en fait. On pourrait imaginer mettre des réseaux de poils partout sur une surface et elles pourraient mesurer différentes propriétés de turbulence locale dans des flux. C'est utile en aérodynamique, par exemple. Voilà. Donc, la dernière partie, et donc qui ne parle du tout de mon travail, mais qui est le travail de Finon, mais je vais le présenter pour lui. Il vient d'arriver, de nous rejoindre donc, sur une chaire CNRS de professeur junior. Et son sujet, en gros, c'est le travail sur l'évolution et le développement de nanostructures biophotoniques, avec un côté vraiment bio-inspiration, dans le sens où le but ultime, c'est de comment dire, s'inspirer de la nature pour créer des nanostructures multifonctionnelles. Voilà, donc ici, c'est un exemple de ces papiers euh, sur la mimétique de certaines surfaces de la carapace des insectes. Donc, il y a des microstructurations à la surface de la carapace. Une fois, c'est des familiers un peu complexes, et donc qui permettent de faire de l'iridescence, donc de la couleur structurelle. On peut voir ici donc une réalisation biomimétique à l'aide de différents boules, de différentes nanostructurations d'une surface. Après, en faisant de la chitine artificielle, donc la chitine, c'est ce qui compose les carapaces des insectes, est capable de faire ce matériau-là artificiellement,
venir créer en fait euh, on va dire des carapaces d'insectes artificielles et qui peuvent recoller sur des choses. Voilà. Bon, Philod en parlera mieux si vous pouvez lui poser des questions sur ça, parce que c'est très intéressant. Voilà, je vous remercie. Oui, est-ce qu'il y aurait des questions avant qu'on passe au sujet suivant, plus sur l'électronique? Je passe le micro. Parce que la salle est un peu profonde. Juste, je ne sais pas si vous avez parlé, mais des applications pour les pattes des insectes, vous savez, qui se déplacent sur l'eau. Quelles applications vous aurez, ou c'était juste de l'étude pour savoir comment ça marche? Alors, il y a des gens qui fabriquent des petits robots qui se déplacent sur l'eau, des robots autonomes, par exemple, pour aller récupérer des polluants ou faire des mesures locales. Alors, voilà, c'est ces applications-là que les gens font, ou les robots qui peuvent utiliser la tension de surface de l'eau pour se déplacer. Belle conseil. Sinon, moi, j'avais une question sur la partie que vous avez présentée sur le capteur sur silicium. Oui. C'est un genre de MEMS, en fait. Ouais, c'est la technologie MEMS, c'est-à-dire D'accord. que au départ, c'est enfin, un wafer de silicium sur lequel ils vont utiliser des différents filtres ou patchs pour comment dire, creuser dedans ou faire pousser différentes choses. Ok. Et la taille du système, c'était la taille d'un grillon ou pas du tout? La taille, oui, oui, à peu près. Enfin, là, ça, c'est quoi? C'est quelques je sais pas, Micromètres. Ouais, ouais, Ok. par endroit. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Écoutez, merci beaucoup pour la présentation. Je vais redéfiler toute la présentation. Effectivement, c'était mieux avec les animations. Donc. Ouais, Il y avait d'autres, on va dire, annexes. J'avais de réserve. D'accord. Réserve au cas où. Ok. Donc, ben, voilà, pour enchaîner, moi, je vais vous parler un petit peu plus de ce que le biomimétisme a inspiré sur le côté électronique. Et du coup, j'ai refait quelques recherches par rapport aux insectes, puisque c'est quand même le sujet du jour. Juste pour présenter rapidement le CRESIT pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un centre de ressources technologiques spécialisé en électronique. On est basé juste à côté et on est une association et du coup on a une partie mission d'intérêt général. Donc l'atelier de ce matin fait partie de cette mission d'intérêt général qui est financée par l'État, la région, la métropole d'Orléans et puis l'État. Et donc dans ce cadre-là, on fait des ateliers mais aussi de la veille technologique, d'où le sujet de l'année dernière sur le biomimétisme. L'idée, c'est aussi qu'on soit un point de relais entre les industriels et la recherche
au niveau de l'électronique, notamment en région centre, mais voilà, pourquoi pas euh, à plus large domaine aussi. Euh, donc, par rapport à cette mission d'intérêt général, il peut y avoir aussi des projets qui émergent lors de discussions, d'échanges, etc. Et l'idée, c'est qu'on peut accompagner ces projets-là sur le côté expertise, réalisation de prototypes, de démonstrateurs. L'idée étant qu'on fait vraiment du co-développement avec les entreprises ou les laboratoires de recherche avec lesquels on travaille sur cet aspect électronique. Dans ce qu'on fait un peu plus concrètement, alors je vais passer rapidement parce que tout le monde n'est pas spécialiste de l'électronique, mais voilà, on travaille à la fois sur le côté matériel et sur le côté logiciel embarqué. Sur le côté matériel, nous, on n'est pas sur la microélectronique, hein, on est vraiment plutôt sur l'utilisation de composants divers et variés, notamment tout ce qui est microcontrôleurs, FPGA. On peut travailler aussi sur tout ce qui est alimentation des systèmes et notamment sur l'optimisation des performances. Le biomimétisme, ça peut être aussi une bonne source d'inspiration par rapport à cet aspect-là, consommation énergétique et voilà, augmentation des performances et voilà, faire du mieux avec peu d'énergie. Sur le côté logiciel embarqué, on travaille pas mal aussi sur tout ce qui est protocole radio sans fil et tout ce qui est traitement du signal, notamment avec le laboratoire Prism, dont certains enseignants-chercheurs sont les professeurs à Polytech Orléans. Sur le côté instrumentation et mesure, pour ceux que ça intéresse, on pourra voir tout à l'heure, on a aussi une plateforme d'essais qui permet de faire tous les essais sur la compatibilité électromagnétique et les radiofréquences. Donc, c'est intéressant pour notamment mettre un produit électronique sur le marché où on doit faire ces genres de tests pour vérifier que les produits sont fiables et ne vont pas trop perturber l'environnement et vont aussi continuer de fonctionner correctement quand ils seront dans un environnement perturbant. On a également un mesureur qui permet de faire un instrument qui permet de faire des mesures de consommation énergétique relativement petites jusqu'au nanoampère. Donc ça peut aussi être intéressant dans la mise au point et la vérification de nouveaux dispositifs, de nouveaux composants électroniques. Comme je l'ai dit, on a fait un dossier de veille. Alors, dans ce dossier de veille, on a parcouru plusieurs aspects. Il y a le côté composants électroniques, où là, il y a beaucoup de choses sur tout ce qui est neuromorphique, hein, avec l'intelligence artificielle, etc. Il y a plein de composants électroniques qui sont basés sur les neurones et voilà, le fonctionnement neuronal pour pouvoir avoir des composants vraiment spécifiques sur tout ce qui est algorithme d'IA. Une grosse partie sur les capteurs aussi, dont je vais détailler un peu plus là tout de suite. Sur la robotique, ben voilà, Thomas en a parlé, c'est aussi, enfin voilà, les robots peuvent pas mal s'inspirer de tout ce qui est biomimétisme, insectes ou autres hein, d'ailleurs. Les algorithmes également, ben voilà, les fourmis sont aussi une belle source d'inspiration pour ces algorithmes-là. Et sur le côté énergétique, alors, dans le dossier de veille, j'ai pas trouvé forcément de choses sur les insectes, mais j'ai regardé un reportage sur Arte, voilà, qui doit toujours être disponible d'ailleurs, sur les papillons. Et en fait, ils ont trouvé notamment sur les structures des ailes des papillons qu'il y ait des choses intéressantes où on pouvait les rendre des surfaces beaucoup plus absorbantes. Donc, pour tout ce qui est photovoltaïque, ça peut être une piste d'inspiration aussi. Donc un petit point sur ce qu'on a découvert sur les capteurs, avec pas mal de choses sur la vision. Donc là, c'est une caméra infrarouge développée par la NASA qui s'est inspirée des poils de papillons de nuit. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais voilà, ça c'est un zoom vous voyez l'échelle là, c'est 20 micromètres. Donc voilà, c'est vraiment minuscule et les chercheurs de la NASA s'en sont inspirés pour avoir une caméra infrarouge beaucoup plus performante puisqu'en fait ça permet de capter la lumière alors que les capteurs standards on va dire n'ont pas assez de lumière pour pouvoir voilà remarquer des choses. Donc ça a été embarqué sur un de leurs avions qui peut faire des mesures sur toutes les émissions infrarouges détectées
dans le ciel et au-delà. Un autre sujet que j'ai trouvé, mais bon, j'ai vu que Thomas, vous l'aviez aussi cité dans les annexes, on va dire, c'est sur un œil artificiel. Donc là, c'est des travaux de recherche qui datent un petit peu, hein, c'est le projet européen date de 2009-2013. Et en fait, en s'inspirant de l'œil des mouches, ils ont réalisé un capteur qu'on peut voir ici, qui permet d'avoir une vision à 180 degrés, avec une grande latitude aussi en horizontale. Et ces capteurs-là, ça peut être utilisé pour la robotique, voilà, pour que un robot puisse se repérer dans l'espace de façon assez performante. Mais aussi, ils ont dans ce projet-là réalisé un prototype de chapeau pour les personnes qui sont malvoyantes pour détecter des obstacles. Donc voilà, c'est pas mal d'applications diverses et variées. Après, j'ai pas réussi à trouver la suite du projet, si ça avait vraiment donné naissance à une start-up ou à des produits commercialisés. Voilà, donc ça, j'ai pas réussi à trouver. J'ai pas l'impression, mais bon. En tout cas, vous avez pas mal de détails sur la technique, sur les capteurs qui sont utilisés dans ce cadre-là. Dans les recherches, j'ai trouvé ce site-là, asknature.org, qui est pas mal fait et où il y a plusieurs sources d'inspiration, alors sur les insectes, mais aussi sur d'autres sujets. Et voilà, je vous invite à aller consulter ce site qui est pas mal fait et qui propose plein de sources d'inspiration, voilà, de la nature par rapport à des capteurs et autres. Un autre capteur qui a été mis au point aussi, là c'est une start-up néo-zélandaise qui a été créée en 2020, donc c'est plus récent, sur un nez artificiel. Donc là, leur idée c'était de générer les protéines utilisées par les insectes pour repérer différentes molécules. Donc de leur côté, ils ont eu en fait pas mal différents points. Le premier point, c'était de générer un catalogue, on va dire, de protéines capables de détecter diverses molécules qui sont présentes dans l'atmosphère. Donc ça, les applications possibles, je les ai mises là. Hein. C'est tout ce qui est alimentation pour détecter si un produit est encore bon ou s'il a subi des transformations non voulues, on va dire, dans le cycle, ou s'il y a des choses qui peuvent poser problème. Sur tout ce qui est logistique, sur le côté transport et chaîne du froid. Pour la santé humaine aussi, sur leur site, il y a une petite campagne de pub que j'ai pas mise parce que c'était un peu trop commercial. L'idée étant que on pourrait détecter des maladies juste avec la laine de la personne qu'on voudrait tester. Et donc, en détectant diverses molécules qui sont générées quand la maladie est là, ça permettrait de faire de la détection. Et puis aussi sur tout ce qui est contrôle de maladies, mais plus là pour les plantes ou l'agroalimentaire, l'agriculture. Voilà, détecter s'il y a peste, je sais pas comment traduire ça en français, mais bon, enfin, s'il y a une maladie qui est en cours de progrès sur ces aspects. Dans ce produit-là, il y a donc de la génération de protéines, il y a aussi du microfluidique, donc vraiment mécatronique, on va dire, pour pouvoir acheminer justement le flux des molécules qui ont été aspirées jusqu'à des récepteurs. Et ensuite, il y a du traitement du signal et de l'intelligence artificielle pour justement identifier quelle molécule a été détectée par quelle protéine, dans quelle quantité, etc. Donc, c'est vraiment un produit assez complet. Et là, on peut voir une image de ce qu'ils sont en train de créer. Donc, pour le coup, c'est pas micrométrique, même si le capteur à l'intérieur est relativement petit. Donc, la société, elle s'appelle Sentient Bio. Une autre application, alors là, plus avec un domaine d'application robotique, c'est une boussole céleste. L'idée étant que les boussoles actuelles, c'est plutôt quand même soit le GPS, soit le champ magnétique terrestre qui est capté. Mais quand il y a des perturbations, voulues ou intentionnelles ou non, ça peut être
des signaux qui ne sont plus fiables. Et donc, notamment pour tout ce qui est défense, etc., ça peut être un gros problème. Donc là, l'idée, c'est de s'inspirer des insectes, de certains insectes, hein, pas tous, qui se repèrent par rapport à la position du soleil. Donc, ils ont un réceptacle, on va dire, comment ils ont appelé ça, un puits de lumière, voilà, un peu spécifique, qui leur permet de repérer la position du soleil et à partir de là de pouvoir se situer et de pouvoir revenir notamment à la position de départ d'une façon assez précise. Donc ça, c'est des travaux qui sont récents aussi, qui datent de 2021 ou 2022, je sais plus, et qui ont été faits par, j'ai oublié le nom, du laboratoire de recherche, je sais pas si... Oui, vas-y. Alors, je ne sais pas si c'est ce laboratoire-là, mais en tout cas, il y a un laboratoire à Marseille qui s'appelle l'ISM, qui a fait un robot fourmi qui est strictement basé sur ce principe. Donc, je ne sais pas, vous avez déjà vu des fourmis, évidemment. Donc, lorsqu'elles se baladent, elles se baladent n'importe comment, voilà. Enfin, n'importe comment. C'est pas n'importe comment, elles suivent des pistes, mais bon, peu importe, on va pas rentrer là-dedans. Donc, pas tout droit. Mais lorsqu'elles ont trouvé, par exemple, une graine, si c'est des fourmis granivores, elles vont rentrer en ligne droite, ou quasiment, à leur nid. Et donc, c'est à ce que montre Elisabeth. Et donc, à partir de là, ils ont été capables, dans ce laboratoire de Marseille, de développer un robot qui est basé sur le même principe et donc qui n'utilise pas de GPS et qui utilise effectivement la polarisation de la lumière. Et son nom? C'est ou Stéphane Violi. Ouais, Stéphane Violet, ça me dit quelque chose et il a travaillé aussi sur l'œil à 360, enfin à 180 degrés. C'est l'époque de Nicolas Franceschi. Et c'est un labo de Marseille. D'accord, donc un laboratoire de Marseille qui a notamment travaillé sur ces aspects-là. Et puis, voilà, tant qu'on est sur les fourmis, on peut rester aussi sur l'aspect algorithmie où depuis de nombreuses années, hein, parce que les premiers travaux datent des années 90, sur les chemins optimaux des graphes, où, comme disait Christophe, hein, les fourmis sont assez douées pour réussir à trouver le plus court chemin ou le plus adapté. Donc, j'ai aussi vu un article qui parlait des fourmis arboricoles. Donc là, le chemin est forcément imposé par les branchages. Et là, les chercheurs qui travaillaient sur le sujet se sont aperçus que les fourmis minimisaient pas la distance, mais le nombre de nœuds pour limiter les risques de prendre le mauvais chemin à un embranchement. Donc voilà, c'est des travaux qui sont encore en cours, hein, mais c'est aussi une belle source d'inspiration pour l'optimisation, pour consommer entre guillemets aussi, qui dit optimisation du trajet, dit optimisation des consommations énergétiques, de la puissance de calcul nécessaire pour réaliser des algorithmes et des travaux sur cet aspect-là. Aussi sur l'aspect optimisation de trajectoire, donc là c'est plutôt les libellules qui ont été prises en exemple par un laboratoire de Suède qui a travaillé sur là encore un robot. Donc comme vous voyez, beaucoup d'applications robotiques pour optimiser l'autonomie du robot et pouvoir éviter des objets, des obstacles, etc. De la même façon, les grillons, quand ils se déplacent par millions, hein, on va dire, sont capables de ne pas se heurter les uns les autres, ou en tout cas avec très peu de heurts par rapport au nombre d'individus volants. Et donc là, il y a pas mal de travaux qui ont été faits sur leur détecteur de mouvement, qui est relié à un neurone. Alors bon, voilà, mais ce n'est pas ma spécialité, donc. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir régénérer ce type de capteurs et de pouvoir les intégrer pour éviter les collisions. Alors, ça peut être utilisé quand il y a des
flotte de drones, notamment, alors je sais pas si vous avez vu ça, mais maintenant ils font des feux d'artifice à base de drones, plutôt que d'envoyer voilà des feux. Ils ont une flotte de robots et qui se déplacent de façon groupée. Et pour éviter les collisions, ben, ce genre d'algorithme peut être mis en place pour et de composants électroniques, hein, parce que derrière c'est pas voilà, il y a quand même un peu de microélectronique qui ont été inspirés par ces détecteurs-là pour permettre des déplacements complexes. Puisque bon, même si les drones on leur donne une trajectoire, il y a du vent, il peut y avoir un oiseau qui traverse, etc. Il faut qu'ils puissent réagir et s'adapter en temps réel sans envoyer les données à un serveur qui se trouve à l'autre bout du monde et puis rapatrier les données. Là, c'est juste pas possible, ça marche pas. Il y a des collisions. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'adapter en temps réel avec un minimum, là encore, de puissance de calcul et des choses qui sont vraiment adaptées en fonction du contexte. Et je vais laisser. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai présenté, puisqu'ensuite, c'est Natacha qui va prendre le relais sur le côté filière à Orléans. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur problématiques avec les chercheurs sur les insectes? Alors, pas encore. Mais l'idée derrière ce dossier de veille, etc., c'est aussi de voir qu'est-ce que nous, on pourrait apporter comme compétences et comme sujet dans cet aspect-là. Comme je l'ai dit, nous, on fait pas de la microélectronique, donc c'est pas nous qui allons travailler sur la fabrication d'un dispositif, d'un capteur type celui-là, avec voilà vraiment des compétences spéciales. Par contre, dans la région, il y a quand même des laboratoires de recherche, le Grément, le Grémine, l'ICMN, qui ont des capacités pour fabriquer ce genre de composants. Nous, on sera plutôt au niveau intégration, c'est-à-dire au niveau, comment dire, capter le signal, donc ce qu'on appelle front-end analogique, transformer, voilà, capter ces signaux analogiques pour les mettre en forme, on va dire, éviter du bruit, etc. Et ensuite, éventuellement, faire du traitement numérique derrière. Alors, pas non plus, là non plus, pas forcément tout seul, mais avec des labos de recherche comme Prism, avec lequel, pour le coup, on travaille depuis pas mal d'années. Je sais pas, Christophe, si tu veux compléter. Voilà. Et ensuite, comme je disais aussi tout à l'heure, on a aussi des instruments qui peuvent permettre de faire des mesures, caractériser la consommation énergétique, mais aussi la fiabilité d'un composant, par exemple, par rapport au champ magnétique, voilà, ce genre de choses. Mais on est tout à fait partant pour... Je vous remercie pour cette présentation. Je me demande juste en fait pour le système donc les collisions en fait. Les étourneaux, est-ce que c'est le même principe ou pas avec ces insectes-là en fait? Les étourneaux. Les oiseaux? Ouais, les oiseaux. Bien, c'est un autre système. Je connais je suis pas sûr, les étourneaux pour le pas qui se touchent pas. Alors, ça peut être assez proche dans le. Alors là, ce système-là, en fait, c'est le système de mouvement de groupe et surtout les organes sensoriels associés qui permettent d'avoir ces mouvements-là. Alors chez les étourneaux, ils utilisent en fait le même principe, c'est-à-dire qu'ils sont capables de connaître leur distance à peu près, toujours de l'égaler. Après, c'est pas la même façon de faire, hein, parce que bon, les étourneaux, ils ont des yeux comme nous. Là, le principe ici, ça s'appelle le looming, c'est-à-dire c'est une capacité chez certains insectes, notamment les grillons, de détecter l'imminence d'une attaque, c'est-à-dire l'arrivée, un peu comme dans Star Wars quand le truc arrive. Les grillons, là, ils sont capables, en fait, enfin, pas les grillons, pas les, ces insectes, les criquets plutôt, sont capables de mesurer en fait très très rapidement le fait qu'il y ait
c'est plein d'omatidie, de petits yeux, en fait, le fait qu'il y en ait de plus en plus qui soient convoqués, le fait qu'il y ait un signal, et ils sont capables de mesurer et le nombre, l'augmentation du nombre, et aussi la vitesse avec laquelle ça augmente, et simplement avec deux neurones qui reçoivent ces informations-là, ils sont capables de dire, là, il y a quelque chose qui va trop vite ou qui est trop proche. C'est la façon dont on fait. Vraiment, les poissons, eux, ils sont capables de bouger en groupe parce qu'ils sont sur le côté une ligne latérale qui va mesurer la proximité de l'autre, mais la différence de vitesse. En fait, c'est la capacité à mesurer très vite quelque chose qui permet d'avoir une cohésion de groupe. Après, c'est presque les mêmes règles. Par contre, ils sont une règle. Après, c'est des règles que tu peux simuler en disant, voilà, dès qu'on est à plus de ça, de distance, enfin, à moins d'une certaine distance, tu te déplaces dans l'autre sens. C'est ces petites règles-là qu'on peut mettre en place et qui sont les mêmes. Thomas. Bien, donc, peut-être juste pour compléter sur les oiseaux, effectivement, c'est avec la vue, hein, voilà. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que il suffit qu'un oiseau voit 7 de ses collègues, on va dire, au sein enfin, les plus proches, pour que la synchronisation soit parfaite, quoi. Ouais. Et l'évitement surtout soit parfait. Enfin, l'évitement et la coordination. Merci pour ces précisions. Alors, par rapport au vol des oiseaux aussi, Airbus s'inspire aussi des vols et est en train de voir pour enfin, de profiter de l'aérodynamisme de vol des oies, par exemple, qui partent en migration. En fait, celles qui sont derrière la loi de tête profitent de l'aspiration et d'une moindre, d'une moindre turbulence pour progresser. Ils sont en train de voir si ça serait pas faisable de faire ça avec des avions de ligne. Alors évidemment, il y a aussi l'anticollision qui doit être assez optimisée, on va dire, pour que ça pose pas non plus des soucis. Mais l'idée est de gagner aussi en autonomie énergétique en consommant moins de kérosène, etc. Je peux encore intervenir. Juste pour compléter sur les avions. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant il y a des avions qui ont des ailes, au bout des ailes d'un truc qui remonte comme ça. Vous avez déjà vu? En fait, là aussi, ça vient des oiseaux et des rapaces en particulier. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu des rapaces voler, mais au bout de leur aile, ils ont aussi des plumes qui remontent comme ça, qui permettent d'avoir une meilleure précision au niveau du vol. Et là encore, d'économiser l'énergie du temps sur la réaction de l'avion. Je vais laisser la parole à Natacha pour la présentation de la filière sur Orléans Métropole. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est donc Natacha Olivier. Je travaille à la Technopole d'Orléans. Je dirige un service sur l'innovation et le transfert de technologie. Et aujourd'hui, je suis là en tant que représentante du comité de pilotage de la filière sur les insectes et l'innovation. Donc cette filière, elle a été mise en place il y a maintenant plusieurs années, quatre bonnes années. Et je suis là, enfin, Christophe Terrasse est là aussi avec moi aujourd'hui, puisqu'il a rejoint les bancs de la Technopole, donc c'est un tout jeune retraité du CNRS, qui a beaucoup travaillé notamment avec l'IRBI. Et donc, il nous a rejoint à la Technopole pour continuer à travailler avec nous sur le montage et le développement, le déploiement de cette filière sur la région Centre-Val de Loire, mais qui a un impact au niveau national et international. Voilà, pour planter le décor. Alors, le but de cette filière, eh bien, donc on va parler beaucoup moins technique. Donc, on va parler, ma présentation sera beaucoup moins technique parce que, en fait, l'idée, c'est de pouvoir apporter des outils pour monter les projets, comme des projets qui pourraient sortir de ces ateliers. L'idée, c'est de pouvoir donc accompagner le développement de cette filière de manière industrielle, mais également agricole,
puisque nous avons des projets en lien avec donc les élevages des insectes. Et pour élever les insectes, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il faut également des matières premières agricoles. Voilà. Donc, on a 4 piliers sur cette filière. On travaille en lien et en cohérence, on va dire, sur la partie recherche et développement, sur la partie recherche-innovation, pour accompagner le territoire sur la partie économique, donc au niveau de la création d'entreprises, développement des entreprises, pivot d'entreprises sur certaines activités. On a également un pan consacré à la formation, puisque dans la filière, on a effectivement des chercheurs de tout type, des chercheurs CNRS, de l'INRAE, de l'Université d'Orléans, mais on a également des enseignants-chercheurs qui proposent et qui mettent en place donc, des formations de différents niveaux. Voilà, donc ça s'est mis en place de plus en plus et on a vraiment sur la région Centre-Val de Loire un volet formation très très important et qui veut se décliner aussi en formation continue également, puisque le but c'est de pouvoir faire avancer cette filière avec l'ensemble des structures socio-économiques, entreprises, et donc de former les salariés à cette thématique de l'entomologie. Et puis, donc, nos cibles, j'ai un petit peu évoqué, donc on a bien sûr des entreprises, créées ou pas créées, petites ou plus grandes, le secteur agricole, les collectivités qui peuvent être également impliquées sur différents sujets tels que la biodiversité de leur territoire, les citoyens, les associations et les laboratoires. Donc, la filière a été créée à l'initiative d'un laboratoire de recherche, donc l'EBI, pour partie donc, de chercheurs aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un terreau fertile au niveau de ce laboratoire pour mener à bien ces thématiques avec d'autres partenaires qu'on va voir juste après sur la slide suivante. Et l'objectif, voilà, c'est d'être compétitif, d'amener du développement économique, d'avoir une identité territoriale sur l'entomologie dans notre région, et bien sûr avec l'ensemble des chercheurs qui sont associés à cette filière. Donc, ce projet, il s'inscrit dans un contexte favorable puisque de plus en plus, on entend parler des insectes et de ce que ça peut apporter. Aujourd'hui, on a vu un petit pan de ce que peuvent apporter les insectes avec Thomas. Mais c'est toujours très, très passionnant et vraiment inspirant, ces petites choses, en fait. Et moi, j'aurais plein de questions plus philosophiques. Pourquoi elles sont créées, enfin, pourquoi elles ont été créées comme ça? Elles sont toutes petites, avec tellement de potentiel, c'est assez incroyable, je trouve. Et c'est un sujet qui est extrêmement passionnant et qui s'inscrit vraiment dans une démarche de développement durable actuellement. Donc, vraiment un contexte hyper favorable, autant sur la capacité qu'on a sur le territoire à déployer cette filière, mais également sur une thématique qui est émergente au niveau développement économique et qui va pouvoir vraiment faire une différenciation sur notre territoire. Voilà. Donc, on n'a pas de filière entomologie en France. Donc, on est à cette initiative et la seule en France, organisée telle qu'elle est là. On a, à travers le travail qu'on a pu mener, voir qu'il y a quand même d'autres on va dire, initiatives qui ont été imaginées dans différents pays, voilà, des Pays-Bas, Belgique, aux États-Unis. Mais toutefois, ce qu'on propose, nous, sur une approche multimarché et avec une stratégie intégrée, n'est pas présent. Donc, c'est très, très différent sur ce qu'on propose. On a surtout aussi ce volet formation, recherche, innovation qui fait partie de cette filière qui est différenciante et qui peut amener vraiment à une démarcation pour l'accompagnement des projets. On a également, donc, comme je vous disais, une grosse force scientifique sur le territoire. Donc, on a parlé ce matin de l'IRBI qui se situe là. Mais on a également d'autres établissements qui ont des compétences en entomologie. Donc, à l'INRAE, qui sur les 2 sites de la région centre, et quelques chercheurs à l'Université d'Orléans.
Voilà, donc on a pu voir sur le travail qu'on a mené qu'on a une force très très importante de chercheurs et de compétences diversifiées qui vont se compléter, qui vont pouvoir amener une complémentarité et des visions différentes dans les projets que nous allons pouvoir traiter. Alors la filière, on l'a imaginée avec des chercheurs, des entreprises et un chercheur qui pilote et qui est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel et qui nous a en fait sorti cette petite image, c'est David Giron. Il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est le directeur de l'IRBI. Et donc on travaille avec lui depuis donc plusieurs années. Et actuellement, la filière a été imaginée et structurée en entomocentres, donc sur des centres qui auront été thématisés, qui sont ressortis d'échanges à la fois avec les chercheurs, mais également avec des industriels et des structures socio-économiques. Et différents thèmes sont ressortis d'importance sur cette thématique des insectes. Donc, on va dire les 5 thématiques prioritaires sont la biosécurité, la bioqualité, la biodiversité, le biocontrôle et le biomimétisme. Voilà, donc on pourrait imaginer dans le futur, pas si loin, j'espère, voilà, ce que ça pourrait donner à un endroit où on pourrait tous travailler sur ces sujets des insectes, qui relient à la fois des compétences biologiques, mais également de l'intelligence artificielle. Ça pourrait aussi être des capteurs, la partie agricole, travailler sur la zootechnie. Voilà, donc c'est une thématique pluridisciplinaire, toutefois, qui peut être appliquée à des applicatifs et des usages de la vie de tous les jours. Donc, si on rentre, mais pas beaucoup, mais un tout petit peu plus dans le détail, les entomocentres, voilà en quoi ça consiste. Eh bien, on en a 5, plus d'autres, s'il y en a d'autres qui émergent. Donc, on travaille sur chaque entomocentre actuellement pour déployer des feuilles de route sur ces entomocentres et monter des projets de différentes natures dans chaque entomocentre pour avoir des réalisations très concrètes et pouvoir en fait amplifier le travail et les résultats de la filière. Donc, le premier entomocentre sur la biosécurité va en fait consister à sécuriser, à réfléchir et à amener des éléments scientifiques, des protocoles pour sécuriser la partie sanitaire des élevages, puisque quand on parle d'insectes, on parle aussi d'élevage d'insectes. Et donc, le but, c'est de pouvoir travailler sur cette partie risque sanitaire dans l'entomoculture. L'entomoculture, ça veut dire donc l'élevage des insectes. Voilà, c'est le terme qui est utilisé. On a également un deuxième entomocentre sur la biodiversité. Donc, c'est un tout autre sujet qui va permettre de travailler sur les insectes au niveau de différents milieux, à la fois la forêt, la partie agricole, la ville, et de pouvoir suivre en fait et caractériser mieux les insectes sur ces endroits-là. Pouvoir former aussi, former les collectivités à mieux identifier, à mieux sauvegarder des insectes présents sur les territoires. On a ensuite un entomocentre sur la bioprotection. Il va permettre en fait de proposer des solutions de biocontrôle par rapport aux insectes ravageurs ou invasifs. Donc, l'insecte, on le voit pas uniquement, il ne faut pas l'imaginer comme un insecte malveillant, mais toutefois, il y a quand même une partie où il faut arriver à traiter finalement les problématiques liées à ces insectes. Et puis, on a également donc un 4e centre sur la bioqualité
qui traite de l'effet, de la qualité de la nutrition des insectes, mais également, donc on a à la fois l'amont et l'aval des élevages des insectes au niveau donc de l'entrant qu'on va apporter comme matière première aux insectes et voir en fait ce que ça peut amener comme qualité nutritionnelle on élève les insectes, mais également quand on produit au niveau des élevages des produits, regarder en fait quelles sont les qualités des produits issus de ces élevages. Et puis, forcément, sur ces entomocentres, un des centres qui est ressorti, c'est le centre du biomimétisme, et c'est l'objet aujourd'hui de cette réunion. Voilà. Donc, ces entomocentres, on les a imaginés tous différents, avec des modèles tous différents. Donc, on est en train de les construire cette année. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs concernés sur ces entomocentres pour déployer des projets. Je sais pas si vous- Merci, Natacha. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qui se monte en région sur les différentes filières. Bon, c'est vrai qu'on était plus sur l'aspect biomimétisme aujourd'hui. Euh, voilà, l'idée c'est que on va conclure donc cet atelier et par contre on va continuer, enfin les présentations en tout cas, et puis on va peut-être continuer un peu les échanges sur qu'est-ce qu'on pourrait monter, quelles seraient les pistes intéressantes qui peuvent ressortir de ces présentations d'aujourd'hui sur l'aspect insectes, voilà, biomimétisme, électronique ou pas, hein, voilà. Nous on voit ça avec notre casquette électronicien, mais il peut y avoir pas mal d'autres applications et finalement la robotique, c'est aussi de la mécanique, de l'électronique. Et c'est un ensemble assez complexe et l'un fait pas, enfin, l'un ne va pas sans l'autre plutôt. Voilà, je reprends ça. Non, là, ça fait. En fait, ben voilà, du coup, j'avais anticipé la question de Natacha en disant que voilà, nous, ce qu'on pouvait faire au Crésit, c'était sur tout ce qui est plutôt voilà, intégration, preuve de concept, architecture d'un système, et qu'on aurait aussi besoin d'autres compétences. Donc, bah, notamment évidemment tout ce qui est connaissance des insectes, hein, parce qu'on va pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour connaître les insectes, on a besoin d'électronique, hein, parce que tout ce qui est caméra rapide, voilà modélisation, etc. Il y a de l'électronique, il y a du logiciel, il y a de l'informatique, éventuellement un peu d'IA peut-être. Mais voilà, du coup, c'est une boucle vertueuse, on va dire. La création de composants électroniques, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, il y a des labos de recherche qui peuvent faire ça dans la région. Tout ce qui est capteur, robotique, algorithme, donc le labo Prisme que j'ai cité. Il y a aussi l'Industrie Lab qui est à côté, qui a des moyens de faire des prototypages, notamment mécaniques, robotiques. Donc, ça peut être intéressant. On ira les voir tout à l'heure si on a un peu de temps. Le Labia sur le côté, évidemment, intelligence artificielle, hein, surtout que un des chercheurs du Labia a eu une spécialité sur les insectes. J'ai appris ça en discussion avec lui. Donc, voilà. Et puis, ben, le côté montage de projet, financement et intérêt industriel. Voilà. Juste avant de finir cette première partie, si vous pouvez remplir le